Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va décortiquer une division qui était absolument fondamentale dans la Grèce antique, celle entre le citoyen et l'étranger. En gros, qui avait le droit de faire partie de la cité et qui, au contraire, en était exclu pour toujours. Pour bien comprendre l'ambiance, rien de mieux que cette image du poète Aristophane. C'est très clair, hein? Les citoyens, c'est la fine fleur du blé, le top du top. Les métèques, qui sont des étrangers installés là, c'est le son. C'est utile, mais c'est pas le grain. Et puis tous les autres, de passage, eh bien c'est la balle, l'enveloppe qu'on jette. Ça nous met direct dans le bas d'une société avec une hiérarchie hyper stricte. La grande question qu'on va se poser, c'est donc celle-ci. Ça voulait dire quoi, appartenir dans une cité grecque? On va essayer d'y voir plus clair en regardant qui était dedans et qui restait désespérément dehors. Allez, on attaque le vif du sujet. Pour comprendre ce qu'est un étranger, il faut d'abord définir son exact contraire, le citoyen. Et pour les Grecs, tout part d'un lien, presque sacré avec la terre. Le concept hyper important ici, c'est l'autochtonie. Auto, ça veut dire soi-même, et chtone, la terre. Les Grecs se racontaient que leurs ancêtres, les tout premiers citoyens, n'étaient pas venus d'ailleurs. Non, ils étaient sortis du sol même de leur cité. La patrie, c'était littéralement leur terre-mère. Et cette image, elle illustre cette idée à la perfection. C'est le mythe de la fondation de la ville de Thèbes. Le héros, Cadmos, sème des dents de dragon dans la terre et hop, une armée de guerriers en sort, les Sparstoi, ce qui veut dire les hommes semés. Les premiers citoyens sont donc nés de la terre qu'ils vont devoir protéger. Mais attention, ce lien à la terre, ce n'était pas juste une jolie légende. Ça impliquait un devoir absolu, celui de la défendre. Et ça, c'est le rôle de l'hoplite, le fameux citoyen soldat, avec son armure lourde et qui se bat en rang serré, la célèbre phalange. Et ce vase, qu'on appelle le vase Shigegi, qui date d'environ 640 avant notre ère, nous donne une des plus vieilles images de cette réalité. On voit très bien les hoplites qui avancent en bloc, bouclier contre bouclier. C'est vraiment l'image de la défense collective, le devoir civique dans ce qu'il a de plus concret. Et pour bien sentir la force de cet engagement, écoutez juste cette phrase. C'est tiré du serment que prêtaient les jeunes Athéniens. « Je ne laisserai pas à ma mort ma patrie amoindrie, mais plus grande et plus forte que je ne l'ai reçue. » C'est d'une puissance. Être citoyen, ce n'est pas juste un statut, c'est une mission. D'accord, donc être citoyen, c'est défendre la cité. Mais ce n'est pas tout, c'est aussi la gouverner. Et ça, c'était un privilège absolument exclusif. Ce tableau comparatif est très parlant. Chez les Grecs, le vote, c'est un truc individuel. Chaque voix compte, et le vote est souvent secret. C'est très différent de ce qu'on verra à Rome, par exemple, où on vote par groupe, et où on arrête de compter dès qu'une majorité se dégage. Le pouvoir du citoyen grec est donc bien plus direct, bien plus personnel. Et alors là, accrochez-vous. Pour montrer à quel point cette responsabilité était prise au sérieux, regardez cette coutume de la cité de Locre. Un citoyen voulait proposer une nouvelle loi. Pas de problème, il venait devant l'Assemblée avec une corde au cou. Si sa loi était refusée, on le pendait, là, tout de suite. Ça donne une petite idée de la gravité de l'acte de légiférer. Bon, maintenant qu'on a bien cerné ce qu'était le citoyen, l'initié, on va passer de l'autre côté du miroir. Bienvenue dans le monde complexe de l'étranger, le xénos. Le mot xénos en grec est fascinant parce qu'il est ambigu. Il veut dire étranger, bien sûr, mais il veut aussi dire hôte. Et ça résume tout. L'étranger, c'est celui qui n'est pas d'ici. Mais c'est aussi celui que l'on doit bien traiter selon un rituel sacré très important, la xénia, l'hospitalité. Et attention, il ne faut pas croire qu'il y avait une seule catégorie étranger. Non, pas du tout. Comme on le voit ici, c'était une véritable échelle sociale. Tout en haut, on avait l'isotel, un étranger avec des avantages fiscaux. Puis le métèque, celui qui vit là depuis longtemps, le proxène, une sorte d'ambassadeur, et tout en bas, le simple visiteur ou l'esclave affranchi. Pour rendre tout ça plus concret, je vous présente Spensitios. Cette plaque de bronze, c'est son contrat de travail qui date du 6e siècle avant notre ère en Crète. Spensitios était un scribe étranger et ce contrat nous montre à quel point il était devenu indispensable pour sa cité d'accueil. Et quels étaient ses privilèges? Eh bien, la cité lui a carrément offert, à lui et sa famille, un statut officiel, une exemption totale d'impôts, un salaire et même une protection en justice équivalente à celle des plus hauts magistrats. C'est énorme. Mais, et c'est le point crucial, tout ça c'est écrit dans un contrat, ce ne sont pas des droits naturels. Il est très valorisé, oui, mais il n'est pas citoyen et il ne le sera jamais. On fait maintenant un petit saut dans le temps et on atterrit en 304 avant notre ère. Regardez un peu ces chiffres pour la grande cité de Rhodes. On a 6000 citoyens. Et à côté, 1000 étrangers qui vivent là et 1000 autres qui sont juste de passage. Faites le calcul, ça veut dire qu'un quart de la population libre n'est pas citoyenne. Les étrangers n'étaient pas juste quelques personnes isolées, ils faisaient vraiment partie du paysage. Et pourtant, malgré leur importance économique et démographique, leur statut était clairement inférieur. C'était gravé dans la loi. Interdiction de posséder de la terre.
obligation de payer un impôt spécial juste pour avoir le droit de vivre là. Et en justice, leur vie valait moins. Tuer un étranger était puni moins sévèrement que tuer un citoyen. Et on pouvait même les torturer pour obtenir un témoignage, ce qui était interdit pour un citoyen. La séparation était totale et institutionnelle. Alors, comment on résume tout ça? Comment ces deux mondes, celui des initiés et celui des exclus, arrivaient à cohabiter derrière les mêmes remparts? En fait, on se retrouve face à un immense paradoxe. Le système grec avait absolument besoin des étrangers pour son économie, sa culture, son administration, mais en même temps, ce même système les excluait systématiquement de ce qui comptait le plus, le cœur politique et identitaire de la cité, la citoyenneté. Ce qui nous amène à cette dernière question, une question qui dépasse de très loin la Grèce antique. Est-ce qu'une communauté peut fonctionner, peut s'épanouir, sans tracer une ligne très nette entre un « nous » et un « eux » C'est une réflexion qui, des milliers d'années plus tard, est toujours aussi pertinente.